Vous écoutez iChrono FM. iChrono FM est une radio généraliste qui vous propose une très grande palette de programmes. Vox Populi, c'est des thèmes variés sur Radio iChrono FM. Vox Populi, une émission populaire. Vox Populi, jamais populiste. Vox Populi, une émission pour le peuple sur les faits de société, la culture et le sport. Vox Populi, c'est chaque semaine sur iChrono FM. Votre radio iChrono FM est disponible sur Google Play et App Store. iChrono FM, une autre dimension de la radio. Madame, monsieur, bonjour. Il y a guère 2 semaines où un pays africain n'entre en éruption, non pas volcanique, mais politique. Et le dernier en date est la Guinée, où voici quelques semaines, à l'image du Mali, ce pays a été victime d'un coup d'État militaire. Face à cette épidémie de putsch, une interrogation s'impose. Les institutions républicaines seraient-elles plus fragiles en Afrique qu'ailleurs ? C'est l'une des questions que je poserai dans quelques instants à mon invité Ibrahima Thiam, président du mouvement d'opposition sénégalais, Un autre avenir, et auteur de 2 essais politiques, Un nouveau souffle pour le Sénégal et Ma part de vérité. La semaine dernière, on s'en souvient, dans notre émission Carte sur table, nous évoquions l'argent mal acquis par certains dirigeants africains, avec la question sous-jacente de la corruption, du blanchiment d'argent sale, un mal endémique, bien sûr, sur le continent. Mais aujourd'hui, c'est un autre poison qui touche l'Afrique dans notre émission, et nous allons en parler. Je veux dire, bien sûr, cette propension qu'ont les militaires à vouloir se substituer au pouvoir civil. Cela passe le plus souvent par des putschs, des coups d'État, et dans des pays où la culture démocratique reste fragile, c'est une situation préoccupante, un danger qu'il faut prévenir car il en va de la vie et de l'intérêt des peuples et de leur liberté. Alors, Ibrahima Thiam, bonjour. Ma première question donc, vous l'avez compris, est la suivante. Devant la multiplication des renversements de régime, le magazine Jeune Afrique se demandait donc, et moi avec aujourd'hui, devant vous, si le concept même d'institutions républicaines sur le continent avait encore un sens. Alors, quelle est votre réponse à cette question essentielle, je dirais même existentielle, au regard de la démocratie? À voir ce qui s'est produit en Guinée le 5 septembre dernier, après ce qui s'est passé il y a 1 an, en juillet 2020, à Bamako, on pourrait le penser. Et vous imaginez bien que cette situation est pour moi préoccupante, car elle jette le discrédit sur le mode de gouvernance de certains États africains. Les forces armées ne doivent pas être les arbitres des différents politiques pouvant exister au sein de la société civile, et le recours à ces coups de force est à bannir. La question centrale reste l'éducation, qui seule peut installer durablement une culture démocratique dans nos pays. Que signifie par exemple le mot république pour un berger installé au nord du Mali ou un pêcheur du golfe de Guinée? On pourrait tout aussi bien s'interroger, s'agissant de la Guinée, sur l'idée que se font les Guinéens de leur pays qui renferme, rappelons-le, 1/3 des réserves mondiales de bauxite, une ressource en matière première qui n'a malheureusement pas profité au développement national. Vous avez raison. C'est du même ordre d'idée, le manque de connaissances lié à un enseignement trop souvent défaillant, mais aussi d'informations du fait de l'absence d'outils technologiques comme Internet, concourant à ce déficit démocratique que j'évoquais à l'instant. Et dans ces conditions, les changements de régime, y compris à la suite des coups d'État militaires, ne modifient pas profondément la vie quotidienne des peuples, qui n'ont pas leur mot à dire et qui se contentent de subir la situation. Le Mali connaît la même situation quand on sait que l'or extrait de ces mines représente 15% de son PIB
et 70% de ses recettes d'exportation, alors qu'il est classé parmi les pays les moins avancés du monde. De même que le Niger, qui exporte de l'uranium et qui est pourtant classé parmi les pays les plus pauvres de la planète. Nous avons là, comme le disait le sociologue Claude Lévi-Strauss dans son fameux livre Triste Tropique, un concept de civilisation. Pour en revenir à la Guinée, savez-vous que 44% de la population vivait encore en 2019 sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins d'1 € par jour. Comment voulez-vous dans ces conditions que les mots institution et république aient un sens pour la plus grande partie de la population? Il faut sortir de notre aveuglement et organiser dans nos pays africains une véritable politique d'éducation pour tous, particulièrement pour les femmes. C'est une priorité absolue. Et vous qui êtes sénégalais, savez de quoi vous parlez bien sûr. Je fais allusion, vous l'avez compris, à la situation qu'a connue le Sénégal en 1979, quand ce pays a dû appliquer un plan de rigueur dicté par le FMI, le Fonds monétaire international. En effet, il a fallu que le président Léopold Sédar Senghor tienne compte dans l'application de ce plan des différents groupes sociaux. Il s'est ainsi entretenu avec les khalifes généraux Mourides, Tidjane et l'Église pour leur expliquer combien la situation du pays était critique. Ce n'est qu'ainsi qu'il a pu obtenir de la population sénégalaise l'application de mesures drastiques du FMI. Il faut que les pays occidentaux comprennent qu'on ne peut pas transférer les systèmes en vigueur dans les pays industrialisés à tous les pays du globe. Vous avez bien compris que le mot république n'a pas le même sens en France que dans la plupart des pays africains. Ces précisions, effectivement, étaient importantes et éclairent notre entretien en nous fournissant des explications quelque peu philosophiques, si j'ose dire, aux soubresauts que connaissent certains pays africains. Pour rester sur la situation de la Guinée, objet de cette émission d'aujourd'hui, comment analysez-vous le putsch du 5 septembre contre le président Alpha Condé, et est-ce que les armées, une fois de plus, n'ont pas occupé un vide laissé par les institutions de contre-pouvoir? Alpha Condé a 83 ans, a été renversé par le lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya, un officier des forces spéciales, comme l'est Assimi Goïta au Mali. En réalité, le président guinéen est tombé victime de ce qu'on appelle le virus du troisième mandat, en bravant le bon sens et la raison et du fait de sa mégalomanie. Celui qui se prenait, non sans ironie, pour le Mandela de la Guinée, c'était depuis un bon moment déjà attiré les foudres du peuple guinéen en raison de la misère qui règne dans le pays et de la répression qu'il avait instaurée. Pour certains économistes, Alpha Condé a mis à profit son pouvoir pour ériger un des systèmes les plus corrompus de l'histoire de la Guinée. Un chiffre illustre ce que je dis là. À son arrivée, la Guinée exportait 10 millions de tonnes de bauxite. Aujourd'hui, elle en exporte 80 millions de tonnes. Où est passé l'argent? Personne ne sait. On peut parler de 10 ans de gabegie, et je ne parle pas du tribalisme qui était devenu le mode régulier de sa gouvernance. Au-delà de cette question économique et sociale désastreuse, est-ce que ce n'est pas son obstination à briguer à 83 ans un troisième mandat qui a précipité la chute du président Condé? Bien sûr, c'est hélas la tentation de beaucoup, pour ne pas dire la plupart des chefs d'État africains. Au Sénégal, on prête à Macky Sall l'intention d'en faire de même, malgré les recommandations de certains de ses proches à y renoncer. Il y a fort à parier en Guinée que sans cette obsession à briguer un troisième mandat lors de l'élection
le putsch n'aurait pas eu lieu. Cela fait plus d'1 an que des manifestations d'hostilité au président avaient lieu dans les rues de la capitale. Manifestations souvent réprimées dans la violence. On parle de plusieurs dizaines de morts, c'est un triste épilogue. Pour celui qui enseignait à la Sorbonne et qui s'était opposé au régime dictatorial de Sékou Touré. Ce dernier l'avait d'ailleurs condamné à mort par contumace en 1970, ce qui l'obligea à s'exiler durant une trentaine d'années. Et pourtant, on peut porter à son crédit un certain nombre de réformes qui ont permis de diversifier l'économie de la Guinée, mais aussi de développer son secteur minier. Autrement dit, donc, tout ne serait pas noir dans son bilan. Tout n'est pas noir dans son bilan. Vous avez raison, Jean-Yves Duval, mais ces efforts ont été gangrénés par la corruption. Savez-vous que selon le classement de Transparency International, la Guinée est classée 138e pays sur 180. Une grande partie de la population n'a toujours pas accès à l'électricité et l'eau courante. Et pendant ce temps, sa gouvernance autocratique s'est accentuée. Une plainte a d'ailleurs été déposée en France contre lui par un collectif d'opposants pour corruption, trafic d'influence et blanchissement. Le 16 septembre dernier, voici donc 2 semaines, la CEDEAO s'est réunie pour statuer sur le cas de la Guinée après le coup d'État militaire. L'organisation avait peu avant suspendu le pays de ses instances. Instruite de la situation au Mali, la CEDEAO veut obtenir notamment des nouveaux dirigeants du pays des garanties quant à la durée de la transition. De son côté, le chef de la junte militaire a demandé à la communauté internationale de privilégier le pragmatisme. Comment concilier ces deux points de vue apparemment incompatibles? La CEDEAO, comme vous le savez, a annoncé des sanctions ciblées contre les auteurs du coup d'État. Mais elle a surtout appelé à des élections libres au plus tard dans 6 mois. Son objectif est d'obtenir des putschistes une transition très courte. Sur ce point, les 15 chefs d'État, membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui étaient réunis à Accra, ont été très clairs. Mais la CEDEAO a aussi gelé les avoirs financiers des nouveaux dirigeants, ainsi que des membres de leur famille. Elle leur a aussi interdit de voyager. Mais, comme pour le Mali, qu'en sera-t-il de ces différents oukases? Seront-ils appliqués, respectés dans les faits, ou resteront-ils dans lettre morte? Il est difficile de se prononcer. Le chef de la junte a indiqué que, je le cite, le seul calendrier qui vaille est celui du peuple guinéen qui a tant souffert. C'est là une belle déclaration, mais il reste à en vérifier la mise en pratique. Une chose est sûre, comme au Mali, les militaires guinéens peuvent se prévaloir du soutien d'une partie de la population qui était excédée par les excès du pouvoir d'Alpha Condé à Conakry. Certaines manifestations populaires de ces derniers jours l'attestent, mais attendons la suite. Une des premières mesures prises par les militaires en Guinée a été l'abolition de la Constitution, un peu comme au Mali où les militaires ont fait voter des lois d'amnistie suite à leur coup d'État. L'objectif avoué, en effet, était la suppression des articles introduits par Alpha Condé en 2020, lui permettant de se représenter après 2 mandats. On voit bien, on l'a vu aussi au Sénégal, que de plus en plus, souvent, les chefs d'État en exercice, désireux de se maintenir au pouvoir, modifient à leur guise la Constitution par des réformes constitutionnelles de circonstance. Ce n'est pas acceptable. Et au Sénégal, de la même façon, en 2024, le peuple n'acceptera pas une candidature imposée de Macky Sall. Les gens ne veulent plus de ces magouilles électorales qui n'ont qu'un objectif, le maintien au pouvoir durablement d'un homme et de son clan. Ils disent stop à ces dérives d'un temps
qu'ils veulent révolue. Ce qui vient de se passer en Guinée devrait faire réfléchir l'actuel chef de l'État sénégalais. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Ibrahima Thiam, pour nous avoir aidé à comprendre une situation une nouvelle fois complexe sur le continent. Cette fois, il s'agit de la Guinée. Merci Jean-Yves Duval pour nous avoir permis d'évoquer ensemble ce midi la situation en Guinée où le coup d'État qui est survenu au début du mois est tout sauf une véritable surprise. Tant Alpha Condé avait créé les conditions pour qu'il survienne. Ce qui s'est passé à Conakry nous confirme qu'un coup d'État est une manifestation d'échec d'une gouvernance politique. Car au fond, la recherche d'un troisième mandat par Alpha Condé peut être aussi considérée comme une forme de coup d'État, dès lors qu'il visait à se maintenir au pouvoir grâce à une manipulation de la Constitution. Un coup d'État militaire a ainsi succédé à un coup d'État constitutionnel, ce qui, paradoxalement, légitimerait aux yeux des militaires et d'une partie de la population guinéenne le putsch du début de septembre. Au demeurant, l'opposition ne l'a pas condamné. Pour autant, ce qui vient de se passer en Guinée comme au Mali ne doit pas conforter certains militaires dans l'idée d'exercer le pouvoir. Le pouvoir doit être civil et le fruit d'une élection libre. J'insiste bien là-dessus. J'ajoute que le paradoxe de l'histoire, c'est que dès son arrivée au pouvoir, Alpha Condé avait entrepris de réformer l'armée et qu'aujourd'hui, ce sont ces mêmes militaires qui l'ont fait chuter et sont désormais aux manettes de la transition. C'est là une des nombreuses facéties que l'actualité nous fait vivre périodiquement. Reste maintenant à savoir ce que deviendront demain les nombreuses et importantes promesses qu'a faites au pays le colonel Mamadi Doumbouya, celui qu'on présente déjà comme un colosse aux pieds d'argile. Ce sera donc le mot de la fin et je vous donne rendez-vous quant à moi donc samedi prochain, même heure, même lieu. D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine à tous. Vox Populi, c'est des thèmes variés sur Radio I-Chrono FM. Vox Populi, une émission populaire. Vox Populi, jamais populiste. Vox Populi, une émission pour le peuple sur les faits de société, la culture et le sport. Vox Populi, c'est chaque semaine sur I-Chrono FM. Votre radio I-Chrono FM est disponible sur Google Play et App Store. I-Chrono FM, une autre dimension de la radio.